Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une idée qui peut paraître farfelue au premier abord, mais qui ne l'est pas tant que ça. Cette semaine, je réfléchissais à une manière potentiellement de créer un portefeuille alternatif avec beaucoup moins de capital, mais qui serait une sorte de benchmark par rapport à mon portefeuille qui comporte un bon nombre de biais qui sont liés à ma vision du marché. Et la première idée qui me suis venue à l'idée, c'était pas très français d'ailleurs, ça serait tout simplement de créer un portefeuille basé sur le hasard. Effectivement, l'idée, ça serait de dire que souvent les fonds utilisent comme benchmark, c'est-à-dire comme comparaison, les indices. Donc c'est intéressant, effectivement, et ça a une certaine pertinence. Cependant, quand on se penche un petit peu sur comment sont déterminés ces indices, on se rend bien compte que les indices, eux aussi, sont le résultat et sont le produit de biais cognitifs humains extrêmement importants. Euh, un des meilleurs exemples, c'est le S&P 500 aux États-Unis, qui est l'indice le plus répliqué au monde en termes d'investissement via des ETF. Euh, et pourtant, il n'a rien de si mécanique qu'on veut bien le croire. Le S&P 500, c'est un petit groupe d'individus qui déterminent de manière régulière quelle société mérite de sortir du SP 500 et quelle société mérite d'intégrer le SP 500 en fonction de leur performance, leurs prévisions. Et donc on comprend bien que ça finalement c'est une sorte de stock picking. Et donc si l'on croit profondément et réellement à la théorie de la marche aléatoire des bourses, eh bien il faudrait s'extraire de ces biais humains. Et une manière de faire ça, eh bien, ça serait de créer un portefeuille qui est purement aléatoire. Alors, c'est très compliqué à faire, et il y a beaucoup de biais, cependant, il y a vraiment une idée derrière qui, je crois, est profondément intéressante. Pour cela, il faut revenir un petit peu en arrière, et en fait, cette réflexion, c'est une réflexion que beaucoup d'économistes et beaucoup de financiers ont eue. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs en finance qui ont mené une expérience extrêmement caricaturale et pourtant extrêmement amusante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de comparer euh, quatre fonds sur une période avec des portefeuilles différents. Et en fait, la seule chose qui changeait, c'était qui crée ces portefeuilles. Alors bien évidemment, dans les quatre, il y avait le premier portefeuille, c'est le portefeuille du trader. Donc lui, bien évidemment, il a accès à tous ces outils de calcul, d'analyse, de stock picking, de hedge pour limiter les risques, et donc il met en place le portefeuille qu'il pense être le plus rentable. La deuxième personne, c'est un astronaute. Donc ils ont pris un astronaute, ils ont dit bon bah voilà, c'est une expérience scientifique, tu dois créer le portefeuille le plus rentable possible, fais de ton mieux. Donc l'astronaute, on part du principe, c'est un petit peu l'archétype de l'humain intelligent, mais non qualifié. Il a probablement énormément de connaissances, il a probablement une très bonne capacité cognitive logique, mais a priori il n'y connaît pas grand-chose au monde de l'investissement. Donc ça, ce sont les deux premiers protagonistes de cette expérience scientifique. Troisième protagoniste, c'est un enfant de 6 ans. Donc là, pour le coup, on lui dit, bon bah voilà, tu peux choisir selon plein de différentes entreprises, plein de différents, voilà, en fonction des noms. Euh, et tu peux faire ton portefeuille, choisir si tu veux plus de X ou plus de Y, etc. Donc là, on se doute qu'on se rapproche quand même beaucoup plus de quelque chose qui est fondamentalement aléatoire. Et le quatrième joueur un petit peu de cette compétition, c'est le chimpanzé. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont affiché, je ne sais plus quel journal c'était économique, qui répertoriait les gagnants et les perdants de la bourse de la veille. Et en fait, ils ont donné des fléchettes au singe, et le singe jetait des fléchettes sur le journal, et c'est en fonction de où atterrissaient ces fléchettes que le portefeuille du singe a été déterminé. Donc on se retrouve avec quatre portefeuilles, un portefeuille d'un professionnel, un portefeuille d'un astronaute qui est censé être intelligent mais non formé, le portefeuille d'un enfant et le portefeuille d'un singe. L'idée c'est que plus effectivement on se rapproche du singe, plus on se rapproche d'un certain idéal d'aléatoire. Cette expérience, elle a donné des résultats
qui étaient intéressants, mais qui n'étaient pas rocambolesques. Concrètement, c'est le trader qui a eu les meilleurs résultats, de très proche suivi par l'astronaute, de très proche suivi aussi effectivement par l'enfant, mais le singe a eu plutôt des mauvais résultats. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au début, on a pris ces résultats comme logiques, effectivement, en se disant, bon bah oui, c'est tout simplement qu'il y a une vraie expertise du trader à outperform les personnes contre qui il a pu mener cette compétition. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus complexe que ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que plus la personne était dite qualifiée, type le trader, plus elle avait accès à une diversité d'options et donc des capacités pour diversifier son portefeuille. Typiquement, le trader, il est formé, il connaît les obligations, il connaît les actions, il connaît les options. Donc il connaît l'ensemble des produits financiers qu'il peut ensuite agencer pour optimiser son portefeuille. Encore une fois, l'astronaute, il connaît un petit peu moins, mais il a quand même des notions effectivement de ces questions d'actifs financiers. Beaucoup moins pour l'enfant et beaucoup moins en fait pour le singe, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas du singe, on lui a affiché un nombre très restreint d'actions qui étaient mentionnées dans le journal. Et donc en fait, il était un petit peu restreint dans sa possibilité. Et donc après, il y a eu des backtests qui ont été faits, qui sont moins réalistes, mais qui sont des simulations informatiques, et qui là ont été faites de manière vraiment aléatoire, en disant, bon bah voilà, on prend 50 000 actifs financiers, dans ces 50 000, il y a des actions, il y a des métaux, il y a des obligations, il y a toutes sortes effectivement de ratios risque-rendement, on fait des portefeuilles purement aléatoires, on en fait 10 000 et on étudie les courbes. Et là, on se rend compte que les résultats, ils sont beaucoup plus contre-intuitifs, puisque en moyenne, les portefeuilles qui sont générés de manière totalement aléatoire, eh bien, surperforment le marché et surperforment même effectivement les indices qui eux-mêmes surperforment les fonds indiciels. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons en réalité, hein. Le hasard surperforme pas simplement par l'opération du Saint-Esprit. Il surperforme notamment parce que euh, il, est, il va surpondérer automatiquement toutes les actions qui sont des petites actions, ce qu'on appelle les small caps, donc c'est-à-dire les actions qui sont encore très peu connues et qui sont vraiment en dehors des radars. Et ce sont très précisément ces actions qui vont très facilement faire des x3, x30, x300 en termes de valeur, parce qu'aujourd'hui elles sont totalement en dehors des radars, mais ce sera peut-être les gagnants de demain. Et donc typiquement, euh, la répartition aléatoire, elle est capable très facilement de choisir des actions comme celle-ci. Alors que lorsqu'un esprit humain vise des actions comme celle-ci, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, on est exposé à un biais d'information qui fait que plus l'action est déjà connue, plus on a d'informations sur cette dite action. Et à l'inverse, plus une action est méconnue et est dans cette espèce de marasme de nouvelles entreprises ou d'entreprises qui on ne sait pas trop ce qu'elles vont devenir, moins on a d'informations, donc moins on est susceptible d'investir sur ces dernières. Donc la conclusion, c'est que le portefeuille hasardeux est potentiellement plus rentable que le portefeuille de l'expert, euh, mais la question finalement, c'est de comprendre les paramètres. Et c'est là en fait où c'est un petit peu compliqué, c'est que euh, un portefeuille au hasard, la réalité c'est qu'il y a toujours des biais cognitifs humains derrière. C'est-à-dire que le portefeuille au hasard, typiquement, on lui donne des paramètres qui vont dire par exemple, bon bah, chaque ligne de ton portefeuille va peser au moins 1%, mais pas plus que 5%. Parce que sinon, on va se retrouver avec des portefeuilles au hasard qui vont être 100% une action. Et sauf que ça, c'est nous qui avons décrété, humains, que ça n'était pas souhaitable. Or, si on laisse effectivement aucun paramètre euh, pour déterminer la construction des portefeuilles aléatoires, alors elle est beaucoup plus dispersée. Et on va se retrouver avec des portefeuilles qui vont avoir une rentabilité qui est absolument monstrueuse parce qu'au hasard, il y aura un portefeuille qui aura fait juste 100% Apple et à l'inverse, il y aura un paquet de portefeuilles qui auront fait 100% une action qui a disparu dans les 3 ans. Et donc finalement, on se rend compte que même sur la création d'un portefeuille aléatoire, la question des paramètres est très difficile à choisir. Et personnellement, je réfléchissais à la question de comment mettre en place potentiellement un portefeuille aléatoire pour avoir mon propre benchmark. Malheureusement, aujourd'hui, mais ça ce sont des considérations plus fiscales,
j'ai pas vraiment envie d'embourber mon PEA d'un portefeuille aléatoire. Déjà parce que ça le rendrait très largement illisible pour la plupart de mes investissements. Et c'est pas quelque chose que je veux parce que ça créerait une surcharge cognitive. Et deuxièmement, ça voudrait dire que il n'est pas vraiment aléatoire parce qu'il y a très peu finalement dans l'univers des actifs financiers qui sont éligibles au PEA. Donc la logique voudrait que ce soit un compte à part sur un CTO, un compte titre ordinaire. Or, ça veut dire placer une partie de mon épargne sur un CTO alors que mon PEA n'est pas maxé. Donc d'un point de vue fiscal, là encore une fois, c'est très douteux. Donc malheureusement, je ne vais pas le faire tout de suite, mais c'est vraiment une idée qui me taraude et je pense que le jour où j'aurai maxé mon PEA, c'est vraiment quelque chose auquel je m'intéresserai. Et je pense que ça peut avoir vraiment un vrai intérêt en termes de diversification et surtout en termes de lutte contre les biais qu'on a tous. Typiquement, de savoir, voilà, est-ce qu'il nous faut 70% d'États-Unis ou 30 ou 20. Et bien en fait, la question du portefeuille aléatoire, elle répond un petit peu à cette question en disant, voilà, j'essaye d'établir un champ des possibles le plus large possible, des règles qui paraissent plutôt évidentes pour éviter qu'il y ait des résultats qui soient trop extrêmes, que ce soit négatif ou positif, et après on laisse la magie de l'aléatoire faire son travail. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez attrayant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, et je vous dis ciao.